Si j'avais la chance de rencontrer un bon génie dans le domaine des RH, je pense que je ne lui demanderais pas une soft skills ou une compétence en particulier parce que j'ai vraiment le sentiment que les équipes RH doivent maîtriser les 22 métacapacités et doivent être des dream teams en fait, composés de collaborateurs au profil extrêmement hétérogène pour adresser l'ensemble des défis auxquels la fonction RH doit faire face. Donc please, le bon génie, doter les équipes RH de profils le plus hétérogènes possible. Je pense que déjà il faut préciser que cette deuxième partie, qui est la partie centrale de l'ouvrage sur le guide pratique des soft skills, elle s'appuie sur une vraie démarche scientifique qui ont été menées par les équipes de recherche et développement de Job Teaser pilotées par Jérémy Lamry. Il y a beaucoup de référentiels en fait sur les compétences, sur les professions, sur les métiers, mais ces référentiels, que ce soit le référentiel américain Honnête ou que ce soit le référentiel européen LN4Work, ils ont des centaines de compétences et du coup c'est difficilement actionnable pour un individu. Donc on n'a pas voulu réinventer la roue, ce qu'on a fait c'est qu'on a étudié ces grands référentiels, on a essayé de regrouper les compétences qui semblaient voisines, d'en éliminer certaines et on a abouti à 60 soft skills entre guillemets. Et ensuite il y a eu un travail de recherche, alors c'est des mots un petit peu jargonneux mais des classifications hiérarchiques, des analyses factorielles et ça nous a permis d'arriver à 22 méga capacités. Le parti pris qu'on a dans l'ouvrage, c'est qu'on ne développe pas des soft skills. En revanche, chaque soft skills est composé de méga capacités qui, elles, peuvent se développer. Si je prends la première d'entre elles, la soft skills communication, par exemple, elle a deux méga capacités. La première, c'est, et on a tendance souvent à l'oublier, c'est l'écoute active. Et la deuxième, bien sûr, c'est l'expression orale. Ce qu'on propose dans l'ouvrage, c'est pour chacune de ces méga capacités pouvoir faire une échelle de 0, on ne la possède pas du tout, à 3, on en est un expert, des axes de progression, des exemples pour pouvoir mieux les maîtriser, sachant qu'on ne devient jamais un champion des soft skills, c'est des idéotypes, on ne peut que progresser. Par exemple, l'écoute active, c'est cette capacité à ne pas interrompre son interlocuteur, comprendre son point de vue, être capable de reformuler ce qu'il a pu nous dire pour pouvoir créer un climat bienveillant d'échange qui va faciliter la communication. A contrario, sur l'expression orale, c'est cette capacité à être pertinent, impactant, simple, pour susciter l'adhésion de ses interlocuteurs, faire passer ses idées, susciter un mouvement collectif autour d'un projet. Donc il y a cette idée, 4 grandes familles, 10 soft skills, 22 métacompétences, et la deuxième partie de l'ouvrage, elle les décrit une à une, elle donne beaucoup d'illustrations pour progresser sur ces différentes dimensions. On s'est appuyé sur plein de champs disciplinaires et notamment les travaux de Bandera qui dit que pour apprendre, déjà premièrement il ne faut pas avoir peur d'échouer et qu'il y a beaucoup d'éléments de la construction de l'identité qui sont un préalable aux capacités d'apprentissage et en particulier l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. On a souvent tendance à l'ignorer mais pour apprendre, il faut vouloir, il faut pouvoir. Il faut savoir, et donc il y a tout un travail effectivement de connaissance de soi. Le premier élément actionnable de la compétence, c'est d'avoir le sentiment justement d'être incompétent sur une dimension, et deuxièmement d'avoir envie d'y aller parce qu'on en comprend l'utilité et qu'on pense qu'on va pouvoir arriver à atteindre les objectifs qu'on a pu se fixer. Donc il y a une partie de l'ouvrage qui est vraiment centrée sur cette capacité à mieux se connaître et dans quelle mesure on peut améliorer l'estime de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi, pour devenir des apprenants permanents et avoir envie en permanence de déployer des mécanismes d'apprentissage tout au long de sa vie. C'est d'autant plus important dans un monde dans lequel la durée de vie d'une compétence décroît, les situations inattendues sont de plus en plus fréquentes et que cette capacité d'adaptation à de nouveaux contextes est centrale pour l'employabilité des individus. Dans la continuité des travaux de Peter Senge sur l'entreprise apprenante, on se rend compte qu'il y a des ingrédients et ils doivent tous être alignés. L'individu, on vient d'en parler, cette capacité à se connaître, à avoir envie d'apprendre, mais bien entendu, les contextes capacitants, les environnements apprenants sont clés. Par exemple, si vous êtes salarié, le soutien de votre manager, des missions dans le domaine du travail qui vous font grandir, des soutiens, être doté par les services RH de méthodologies pour savoir apprendre à apprendre. Et ce qu'on peut constater dans
dans la recherche et dans différentes études pratiques, c'est que quand l'un de ces ingrédients manque, les dynamiques d'apprentissage vont être empiétées. L'individu peut par exemple être à fond, mais s'il est cassé par son manager ou s'il n'arrive pas en situation de travail à développer de nouvelles compétences, bien entendu, ça va nuire à sa capacité d'apprentissage et à son employabilité. Donc il est extrêmement important que tout soit aligné, et notamment les environnements de travail, les managers, les dirigeants et l'individu. Moi, j'ai la chance d'être administrateur du Lab RH et donc de pouvoir avoir un regard éclairé sur cet écosystème de plus de 300 startups, dont un tiers au moins travaille dans le domaine du développement des compétences. Je pense que les startups prennent chacune des parties pris. Ce qui est intéressant, c'est la gamification. On se rend compte que l'un des moteurs de l'apprentissage, c'est le jeu, c'est le plaisir, c'est le fun. Et il y a un certain nombre de startups qui vont mobiliser cet ingrédient dans leur dispositif pour susciter l'engagement des apprenants. Il y en a un deuxième qui s'appelle le micro-learning ou l'action learning. C'est plutôt que d'avoir des séquences théorie puis pratique, de réfléchir à des challenges très concrets, des petits challenges que l'individu va pouvoir tester en environnement de travail. Donc il y a des startups au sein du Lab RH qui proposent, dans le cadre d'appli, à des collaborateurs, de sélectionner toutes les semaines un challenge parmi 3 proposés et de pouvoir les réaliser. Et ensuite, dans un deuxième temps, de comprendre en posture réflexive ce qu'ils ont pu réaliser, en quoi c'est intéressant et comment ils peuvent progresser sur cette dimension. Il y a d'autres startups qui vont plutôt partir sur une théorie qui est extrêmement intéressante, qui est le héros de journée. Ça structure aussi tous les Walt Disney, c'est-à-dire il y a une situation, de l'adversité, on doit trouver des alliés et le parcours d'apprentissage va permettre à l'individu, s'il relève ces différentes épreuves, de se sublimer et d'en sortir grandi. Donc on ne peut pas vraiment dire que les startups ont les mêmes partis pris, mais elles vont chacun aller tisser des fils qui sont particulièrement intéressants. Et pour finir, tout ce qui tourne autour de l'intégration des neurosciences et de l'intelligence artificielle dans le cadre de parcours plus personnalisés, ce qu'on appelle l'adaptative learning, c'est aussi relativement prometteur et il y a pas mal de HR Tech qui travaillent sur ces sujets-là.